pendant ma pause déjeuner, un collègue s'est penché pour regarder la nouvelle montre que mon mari m'avait offerte. Fiona, pourquoi la vie au dos de cette montre a-t-elle l'air d'avoir été manipulée? Mon estomac s'est noué. J'ai attrapé un petit outil de précision sur mon bureau et j'ai soigneusement dévissé la plaque arrière. À l'intérieur se trouvait un micro-traceur GPS. Mon esprit s'est emballé, repensant à toutes les fois où Jared m'avait appelé récemment pendant mes heures de travail, disant toujours « Je t'aime, bébé » avec une étrange intensité frénétique. Pourtant, quand je rentrais à la maison, il ne me laissait pas l'approcher. J'ai jeté la montre dans le tiroir de mon bureau, j'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai filé du bureau. J'ai écrasé mon pied sur l'accélérateur. Le monde est devenu flou par les fenêtres alors que ma voiture dévalait la route. La seule chose qui tournait dans ma tête était l'image de ce traceur. J'ai freiné dans un crissement de pneus devant notre immeuble, j'ai mis la voiture en position parking et je me suis précipité dans le hall. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur à plusieurs reprises, mon cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Les portes se sont fermées, me soulevant jusqu'au 17e étage. Au moment où elles se sont entr'ouvertes, je me suis faufilé et j'ai couru dans le couloir jusqu'à notre porte. J'ai frappé sur le bois de toutes mes forces. Jared, ouvre la porte. Silence. Ouvre. Jared, je sais que tu es là-dedans. J'ai crié, jetant mes poings contre la porte. Après ce qui m'a semblé être une éternité, la porte s'est finalement ouverte d'une fraction de pouce. Jared se tenait là dans sa robe de chambre en soie, les cheveux légèrement ébouriffés, les joues empourprées d'un rose profond et coupable. Fiona, que fais-tu de retour? S'est-il passé quelque chose? Il a agrippé la poignée de porte, bloquant l'entrée. Je l'ai bousculé et j'ai fait irruption à l'intérieur. Le salon était exactement comme je l'avais laissé ce matin. As-tu perdu la tête, Fiona? A crié Jared derrière moi. Je l'ai ignoré et j'ai marché droit vers notre chambre. J'ai arraché la couette du lit, vide. J'ai ouvert les portes du placard, puis je me suis laissé tomber à genoux pour regarder sous le cadre du lit. Que cherches-tu? A-t-il demandé, me suivant, la voix tremblante. Je me suis retourné et j'ai couru dans la salle de bain principale, arrachant le rideau de douche. Rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quelque chose s'est mal passé au travail? Tu me fais peur. Jared a tendu la main et m'a attrapé le bras. Sa main était glacée. J'ai repoussé sa main. Où est-elle? Le visage de Jared est devenu entièrement pâle. De qui parles-tu? Soudain, une agitation étouffée s'est élevée de la rue en contrebas. Il y a eu des cris, suivis du hurlement aigu d'un homme. Elle a sauté. Quelqu'un est tombé du balcon. Je crois que c'était le 17e étage. Je me suis figé. Le 17e étage. Notre étage. Je me suis précipité vers la fenêtre de la chambre. Ne regarde pas. Jared s'est jeté devant moi, écartant les bras pour bloquer mon chemin. Fiona, s'il te plaît, ne regarde pas. Son visage était blanc, sa voix se brisant de pure panique. Ôte-toi de mon chemin, ai-je dit, le dévisageant. Je ne veux pas que tu vois cela. Tu vas faire des cauchemars. Il a pleuré, secouant la tête, refusant de bouger. Plus il résistait, plus j'avais besoin de voir. Je l'ai poussé violemment contre le mur. Il a poussé un grognement étouffé, ses genoux fléchissant alors qu'il glissait sur le sol. Je me suis penché par la fenêtre, regardant l'herbe en contrebas. Quelques voisins s'étaient rassemblés, pointant du doigt notre immeuble, mais la pelouse était vide. Il n'y avait pas de sang, pas de corps, pas d'ambulance. Une femme plus âgée a crié, où est-elle passée? N'était-elle pas suspendue au rebord il y a une seconde? Une autre femme a répondu, vous devez avoir des hallucinations. Il n'y a personne. Rentrons. La foule a lentement commencé à se disperser. J'ai rentré ma tête, soudain vidée de toute force. Je me suis retourné et j'ai regardé Jared, qui était affaissé contre le mur. Sur son visage, il y avait un regard de soulagement indubitable et écœurant. Je me suis approché de lui. Où est-elle? Il a baissé la tête. Je me suis agenouillé, attrapant sa mâchoire, forçant son visage à se relever. Je t'ai posé une question. Qui était à cette fenêtre? Jared a frissonné et a essayé de détourner le regard. Qui? Fiona?
Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'as poussé. Cela fait mal. A-t-il gémi, les larmes aux yeux. Je me suis penché tout près. Tu n'avais pas peur que je fasse des cauchemars à cause d'un corps. Tu avais peur que je l'attrape. Sais-tu à quoi ressemblait ton visage quand je me suis retourné? Au soulagement. Tu étais soulagé qu'elle se soit échappée. Soulagé que je ne l'ai pas attrapée. Penses-tu que je suis aveugle? Ma voix était calme, mais chaque mot coupé comme un rasoir. Jared a levé les yeux, ses yeux injectés de sang. Du soulagement, Fiona. Je suis soulagé que ma femme ne perde pas la tête. Je suis soulagé que notre maison ne soit pas ruinée par un accident étrange. Il s'est précipité pour se lever, se hissant le long du mur, pointant du doigt la chambre en désordre. Regarde ce que tu viens de faire. Faire irruption, crier, tout saccager. Tu ne me fais pas confiance? Est-ce cela notre mariage pour toi? Sa voix était aiguë, dégoulinante d'une indignation défensive. S'il n'y avait pas eu le traceur dans le tiroir de mon bureau, j'aurais pu vraiment croire que c'était moi la folle. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché la photo du traceur, la tenant juste devant son visage. Et cela, Jared? Explique-moi cela. La lueur de l'écran a frappé son visage, et ses traits se sont instantanément vidés de leur couleur. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Je m'attendais à des aveux, mais au lieu de cela, il a fondu en larmes. De grosses larmes lourdes ont coulé sur ses joues. J'étais inquiet pour toi, a-t-il pleuré, la voix brisée. Tu as travaillé tard tous les soirs, rentrant à la maison et disant à peine un mot. Je t'appelle et tu ne réponds pas. J'étais terrifié à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Que devais-je faire? Je voulais juste savoir que tu étais en sécurité. Est-ce un crime de t'aimer, Fiona? Aimer ma femme est-il une erreur? Il a pleuré, se transformant en victime si parfaitement que cela m'a retourné l'estomac. J'ai attrapé son poignet. Il était glacial. Donc, parce que tu étais inquiet pour moi, une femme a dû se balancer à la fenêtre de notre 17e étage. Arrête cela. A-t-il crié, arrachant sa main. Tu veux juste croire que j'ai fait quelque chose de mal. Tu veux nous détruire? Il a trébuché en arrière et a attrapé son téléphone sur la table basse. Bien. Tu veux jouer à ce jeu? Je vais appeler mes parents. Je vais les laisser entendre exactement comment leur belle-fille parfaite est en train de détruire leur fils pour rien. Il a déverrouillé le téléphone, son pouce planant au-dessus de ses contacts. Ma tête battait la chamade. Je savais qu'il le ferait. Si ses parents se pointaient, ils ne verraient qu'un fils tremblant et en pleurs, et une femme frénétique et erratique. Personne ne me croirait. Je serais la méchante qui a brisé le cœur d'un homme bon. L'envie de me battre s'est vidée de moi d'un seul coup. Ne les appelle pas. Ma voix était sèche, creuse. Jared m'a dévisagé, les larmes coulant, son doigt en suspens au-dessus du nom de son père. J'ai fermé les yeux, puis je les ai ouverts. Je suis désolé. Les mots étaient comme des cendres dans ma bouche. J'ai eu trop de pression au travail. J'ai perdu le contrôle. Je suis désolé. Les sanglots de Jared ont ralenti. Il m'a étudié pendant quelques secondes angoissantes, s'assurant que je ne me moquais pas de lui, avant de baisser lentement le téléphone. Il s'est approché et a pris ma main. Je sais que tu es fatiguée, ma chérie. Je ne t'en veux pas. Sa main était toujours froide, mais sa voix était un ronronnement apaisant et doux. Ne me fais plus jamais peur comme cela, d'accord? J'ai regardé son visage taché de larmes et j'ai hoché la tête. D'accord. Il a souri, un sourire doux et triomphant de pur soulagement. J'ai senti un frisson profond et glacial s'installer dans mes os. Le lendemain matin, Jared dormait encore, se reposant paisiblement avec un léger sourire satisfait sur les lèvres. Hier ressemblait à un rêve fiévreux. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude, j'ai mangé seul et j'ai franchi la porte. Mais au moment où la porte d'entrée s'est refermée, je me suis glissé dans la cage d'escalier et j'ai appelé ma collègue, Megan, pour prendre un jour de congé personnel. J'ai attendu d'entendre le bourdonnement de l'ascenseur qui descendait. Puis, silencieuse comme un fantôme, j'ai déverrouillé notre porte d'entrée et je suis rentré à l'intérieur. Pendant qu'il dormait encore, j'ai rapidement et discrètement installé de minuscules caméras dans quelques angles morts de l'appartement.
Pendant les jours suivants, j'ai passé mes heures de travail assise dans un café en bas, les yeux rivés sur la diffusion en direct sur mon téléphone. À l'écran, il ne faisait pas ses exercices habituels ni ne regardait la télévision. À la mi-journée, il était recroquevillé sur le canapé, envoyant des messages furieusement. Ses doigts volaient sur l'écran, sa bouche se courbait en un sourire niais et amoureux d'un adolescent dans la phase de lune de miel. En regardant cela, j'ai eu l'impression que l'air était expulsé de mes poumons. À exactement 6 heures du soir, j'ai franchi la porte. « Bienvenue à la maison, bébé », a-t-il dit, trottinant pour prendre mon sac, enroulant ses bras autour de moi. Après le dîner, il est allé prendre une douche. En écoutant l'eau couler, je me suis approché du canapé et j'ai pris son téléphone. J'ai utilisé son code d'accès et j'ai ouvert ses messages. La liste de discussions était immaculée, à l'exception des canaux de travail et des discussions de groupe avec ses copains. La conversation active de cet après-midi avait été effacée. J'ai fixé l'écran vide, mon sang se glaçant. Sans un mot, j'ai remis le téléphone à sa place. 2 jours plus tard, au cœur de la nuit, le silence m'a finalement rendu folle. J'étais allongé dans le lit, les yeux fermés, faisant semblant de dormir, mais mon esprit tournait à toute vitesse. À 1 heure du matin, le matelas a bougé. Jared a repoussé la couette et s'est glissé hors du lit pieds nus. Il est sorti de la chambre à pas de loup et est entré dans la salle de bain principale, fermant la porte derrière lui. Bientôt, le robinet s'est mis à couler. Le bruit de l'eau était assez fort pour noyer un murmure, mais le minuscule microphone que j'avais caché sous le meuble lavabo a capté chaque syllabe, la transmettant directement dans l'écouteur de mon oreille gauche. « Et, ma chérie, tu me manques aussi. » Sa voix était très basse, chargée d'une affection douce et collante que je n'avais pas entendue depuis des années. Je sais, mais elle est réglée comme une horloge. À la maison tous les jours, assise là comme un morceau de bois. C'est épuisant rien que de la regarder. La voix à l'autre bout a marmonné quelque chose, et il a laissé échapper un petit rire doux. Très bien, attendons le week-end. Je lui dirai que je sors avec les gars et ensuite je serai tout à toi. Dans l'obscurité, j'ai fourré le coin de la couette dans ma bouche pour étouffer mes sanglots. Les larmes ont trempé l'oreiller. Chaque mot ressemblait à un coup physique à ma poitrine. C'est donc ce que j'étais pour lui. Un morceau de bois ennuyeux qu'il devait tolérer. Le week-end est arrivé. La ville était animée de couples se tenant par la main, profitant de l'air printanier. Jared a passé la matinée à se pavaner devant le miroir. Il portait une toute nouvelle chemise de créateur que je n'avais jamais vue auparavant et s'était coiffé à la perfection. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il a attrapé un tout nouveau sac en cuir élégant. « Bébé » a-t-il dit, se penchant pour déposer un rapide baiser sur ma joue. « Je sors avec les gars. Je rentrerai peut-être un peu tard ce soir. » J'ai regardé son beau visage sculpté, ne ressentant rien d'autre qu'une vague de nausée. Bien sûr, ai-je forcé un sourire. « Amuse-toi bien. » Ses yeux se sont plissés de plaisir. « Merci, bébé. » Au moment où il est sorti du bâtiment, j'ai abaissé ma casquette de baseball et je l'ai suivi en bas. Je me suis glissé dans ma voiture garée de l'autre côté de la rue. Il ne s'est pas dirigé vers le métro. Au lieu de cela, il s'est attardé sur le trottoir, vérifiant son téléphone. En quelques minutes, une élégante Mercedes noire s'est arrêtée à côté de lui. La porte s'est ouverte et il s'est glissé sur le siège passager. Avant même que la voiture ne démarre, la femme sur le siège du conducteur s'est penchée, prenant son visage en coupe, et l'a embrassé profondément. J'ai tourné la clé de contact et je les ai suivis. La Mercedes a contourné le centre-ville, se dirigeant tout droit vers la banlieue chic et pittoresque de la Vallée Nord. Mes mains étaient fermes sur le volant. Finalement, la voiture s'est engagée dans la grande allée du Whispering Pine Resort & Spa. Jared est sorti et la femme a suivi, glissant son bras sous le sien. Ils ont ri, partageant une blague privée alors qu'ils flânaient dans le hall doré. J'ai coupé le moteur, retiré la clé et je suis resté assise dans le silence de ma voiture. Le soleil de l'après-midi était aveuglant. J'ai baissé le pare-soleil et j'ai récupéré mon téléphone. D'abord, j'ai appelé mon père. « Papa, c'est moi, Fiona. »« Ma chérie, pourquoi appelles-tu à cette heure ? Tu ne travailles pas. » J'ai pris quelques jours de congé. Je voulais faire une surprise à Jared avec une petite escapade. Nous sommes en fait au Whispering Pine Resort. C'est magnifique ici.
J'ai réservé une salle à manger privée pour le dîner. Pourquoi maman et toi ne viendriez-vous pas nous rejoindre? Faisons un dîner en famille. Mon père semblait ravi. Oh, cela a l'air merveilleux, ma chérie. Ta mère et moi allons nous préparer tout de suite. Parfait. Je vais t'envoyer les détails de la réservation par message. Dès que j'ai raccroché, j'ai composé le numéro de ma belle-mère. Cela a sonné quelques fois avant qu'elle ne réponde. Bonjour, Fiona. Sa voix était vive, énergique. Salut, Hélène. Êtes-vous à la maison avec Arthur? Oui, nous regardons juste la télévision. Tout va bien? Tout est super. Jared et moi sommes sortis fêter quelque chose, et j'ai réservé une magnifique salle privée dans un restaurant dans la vallée. J'ai réalisé que nous ne nous étions pas tous assis pour un bon repas depuis des lustres. J'adorerais que vous et Arthur puissiez vous joindre à nous. Oh, Jared est avec toi. Ce garçon n'a pas dit un mot à propos d'un voyage. Je voulais que ce soit une surprise. Pouvez-vous venir? Ce n'est pas loin. Le Whispering Pine Resort. Bien sûr, nous pouvons venir. Nous allons nous préparer et partir maintenant. Attendez. La salle s'appelle la Suite Summit. Demandez simplement à l'hôte à votre arrivée. À bientôt, ma chérie. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, j'ai poussé la porte de la voiture et je suis sorti dans la brise chaude. En entrant dans le hall, la réceptionniste m'a accueilli avec un sourire professionnel et poli. Bienvenue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai une réservation pour la Suite Summit. Fiona Albright. Elle a tapoté sur son écran. Oui, Madame Albright. La salle est prête pour vous dans notre salle à manger du 2e étage. Merci. J'ai marché vers les ascenseurs. Je me souvenais exactement où la Mercedes s'était garée, et je savais exactement dans quelle direction ils étaient allés. Je me suis tenu dans le couloir calme et moquetté du complexe, attendant ma famille, attendant ses parents. Mes parents sont arrivés les premiers. Fiona, as-tu attendu longtemps? Ma mère m'a serré dans ses bras, se reculant pour regarder mon visage. Tu as l'air un peu mince, ma chérie. Est-ce que tu dors? Juste occupée avec le budget trimestriel, maman. J'ai souri. Papa, montons d'abord dans la salle. Quelques minutes plus tard, Arthur et Hélène sont arrivés. Arthur m'a repéré immédiatement. Fiona, où est Jared? Je pensais que tu lui faisais une surprise. Il est à l'étage pour se rafraîchir. Vous savez comment il est. Il doit s'assurer que chaque cheveu est à sa place avant de dîner. Hélène a ri naturellement. C'est si gentil de ta part de planifier cela, Fiona. J'ai pris le bras d'Arthur. Nous sommes une famille. C'est la moindre des choses. Allons prendre le thé dans la suite et ensuite j'irai le chercher. La Suite Summit était magnifique, dotée de fenêtres massives du sol au plafond donnant sur une sereine forêt de pins. J'ai versé le thé pour eux 4. Arthur a pris une gorgée, puis a demandé, dans quelle chambre logez-vous? Je vais aller le secouer. J'aimerais bien voir les suites ici de toute façon. J'ai posé la théière, souriant chaleureusement. En fait, papa, je pensais que nous pourrions tous monter ensemble et lui faire une surprise. Il sera absolument ravi de vous voir tous les deux. Je me suis levé. Allez, on y va. Ils se sont tous levés en souriant. Nous sommes tous les 5 sortis de la salle à manger privée et sommes retournés dans l'ascenseur. Pendant la montée, Arthur chantait encore mes louanges. Fiona est une sur 1 million. Jared est un homme chanceux d'avoir une femme qui se soucie autant de la famille. Mes parents rayonnaient de fierté. L'ascenseur a sonné en s'ouvrant au 6e étage. Le couloir était long, tapissé de moquettes épaisses et insonorisantes qui avalaient le bruit de nos pas. Hélène a chuchoté, « Quelle est la chambre ?» Juste par ici, ai-je dit, pointant vers la fin du couloir. Nous nous sommes arrêtés devant la chambre 608. Je me suis retourné, posant un doigt sur mes lèvres avec un sourire espiègle. Chut, grande surprise. Ils se sont tous tus, leurs visages rayonnant d'anticipation. J'ai levé la main et j'ai frappé 3 fois. Oh, j'ai hâte de voir l'expression sur son visage, a chuchoté Hélène, sa voix étant un sifflement conspirateur. Il est probablement profondément endormi, le paresseux. Il a toujours fait les plus longues siestes quand il pensait que personne ne regardait.
Il le mérite, a dit Arthur, sa voix profonde et résonnante. La voix d'un homme qui croyait que le monde était ordonné, juste et entièrement sous son contrôle. Le garçon travaille dur, mais il travaille trop dur. Fiona, tu es une sainte d'avoir organisé cela. Vraiment, je voulais juste m'assurer que nous obtenions tout ce que nous méritions, ai-je dit. Ma voix était douce, une imitation parfaite d'une belle épouse. Ma gorge semblait tapissée de verre brisé, mais mon visage est resté un masque serein et imperturbable. À l'intérieur de la pièce, il y a eu un bruissement soudain et aigu, le bruit d'un verre glissant contre la pierre, un pas lourd et précipité, puis le clic d'une serrure. La porte a basculé vers l'intérieur, ne s'ouvrant que de quelques centimètres au début, répétant exactement le même schéma que celui du 17e étage de notre appartement. Mais cette fois, il n'y avait pas de chaîne en laiton pour la retenir. La porte s'est grande ouverte et Jared s'est tenu dans l'entrée. Il portait la toute nouvelle chemise de créateur grise ardoise avec laquelle je l'avais vu se pavaner devant le miroir quelques heures auparavant. Les 3 premiers boutons étaient défaits, révélant la ligne pâle et nette de sa clavicule. Ses cheveux, habituellement coiffés en une vague raide et immobile, étaient humides et légèrement ébouriffés, bouclant au niveau des tempes. Ses joues portaient la rougeur vive et chaude d'un homme qui venait de sortir d'un lit très chaud. Dans sa main droite, il tenait une flûte de champagne à moitié vide, les bulles s'élevant encore en paresseuses chaînes dorées. « Bébé, as-tu oublié les mots sont morts dans sa gorge. » Ses yeux, initialement doux et lourds d'une paresseuse affection post-coïtale, se sont contractés en 2 points jumeaux de terreur absolue et paralysante. Son regard a filé de moi vers mon père, puis vers ma mère, et s'est finalement posé sur ses propres parents. Le verre de champagne dans sa main a vacillé violemment, quelques gouttes du liquide jaune pâle se répandant sur ses doigts et dégoulinant sur l'épaisse moquette du couloir. Jared. Hélène a couiné, s'avançant et frappant dans ses mains. Surprise, mon chéri. Joyeux dîner en famille. Jared n'a pas bougé. Il se tenait figé dans l'embrasure de la porte, une statue d'horreur enveloppée dans du coton italien hors de prix. Sa bouche est restée légèrement ouverte, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais ne produisant rien de plus qu'un claquement sec. La rougeur sur ses joues s'est instantanément transformée en un gris tacheté et maladif. Maman, a-t-il finalement balbutié, sa voix se brisant, grimpant dans un registre aigu et contre nature. Papa, quoi? Que faites-vous ici? C'est Fiona qui nous a amenés, a tonné Arthur, s'avançant pour taper sur l'épaule de son fils. Il ne semblait pas remarquer la façon dont Jared reculait sous son contact ou la façon dont les genoux de son fils semblaient trembler sous son pantalon sur mesure. Elle a préparé toute une suite privée en bas. La suite Summit. Elle a dit que tu étais là-haut pour prendre l'air, mais nous ne pouvions pas attendre. Nous voulions te faire descendre nous-mêmes. Regarde-toi, déjà habillé pour l'occasion. Je ne me sens pas bien, a balbutié Jared. Il a essayé de déplacer son poids, bougeant subtilement son corps pour bloquer la vue étroite du foyer derrière lui. C'était exactement la même posture défensive qu'il avait prise à la porte de notre appartement, ses jointures blanches alors qu'il agrippait la poignée de porte. J'ai une migraine terrible. La lumière. J'étais en fait sur le point de m'allonger. Fiona, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu n'aurais pas dû les amener ici. Une migraine? Ma mère a froncé les sourcils, ses instincts maternels se transformant instantanément en une douce inquiétude planante. Elle a fait un pas de plus, scrutant son visage pâle. Mais mon chéri, tu es bien habillé. Et est-ce du champagne? Avant que Jared ne puisse formuler un autre mensonge, une voix a dérivé des recoins plus profonds de la suite. C'était une voix légère et mélodique, portant le poids facile et imperturbable de quelqu'un qui croyait être entièrement en sécurité. Jared, mon cœur, la réception a-t-elle finalement apporté ses oreillers en soie supplémentaires, ou est-ce juste le service de couverture? Dis-leur que nous ne voulons pas être dérangés jusqu'à ce que... La voix s'est coupée brusquement alors qu'une silhouette est apparue au coin du petit foyer d'entrée. C'était Chloé. Elle portait l'un des peignoirs blancs moelleux et surdimensionnés du complexe, la ceinture nouée lâchement autour de sa taille. Ses cheveux blonds étaient empilés sur le dessus de sa tête en un chignon mouillé et en désordre, quelques mèches humides s'accrochant à l'arrière de son cou. Elle tenait un petit bol en argent rempli de fraises fraîches. Ses doigts étaient tachés d'un léger rouge sucré. Elle s'est arrêtée net. Le silence qui est tombé sur le couloir de l'hôtel n'était pas simplement calme. Il était lourd, suffocant et absolu.
C'était le genre de silence qui précède un coup de foudre. L'air est devenu soudainement épais d'ozone et du poids terrifiant d'une tempête à venir. Les mains d'Hélène sont retombées lentement le long de son corps, ses doigts frottant contre le tissu de sa jupe. La poitrine d'Arthur est restée gonflée, figée au milieu d'une respiration, ses sourcils se fronçant alors que ses yeux voyageaient lentement de la femme en peignoir au verre de champagne à moitié vide dans la main de son fils, et finalement jusqu'à moi. Ma mère a laissé échapper une inspiration aiguë et saccadée, sa main volant pour couvrir sa bouche. Les épaules de mon père se sont carrées, son visage s'assombrissant pour devenir un masque terrifiant et de marbre d'une pure rage protectrice. « Jared » a chuchoté Hélène. Le mot était minuscule, fragile, complètement dénué de la chaleur qu'elle portait quelques secondes auparavant. Qui est cette jeune femme? L'esprit de Jared, toujours si prompt à tisser une histoire, a cherché une prise sur la falaise abrupte de sa propre ruine. Je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux frénétiques et injectés de sang. Il ressemblait à un animal pris dans les phares d'un camion qui approche, paralysé mais cherchant désespérément une voie de fuite qui n'existait pas. « Maman, c'est une collègue. » A balbutié Jared, sa voix montant de panique. Il a reculé dans la chambre, ses mains tremblant si violemment qu'il a finalement posé le verre de champagne sur la table d'entrée avec un tintement cliquetant et aigu. Elle est du cabinet où nous travaillons sur la présentation trimestrielle, le Comte de la Vallée Nord. C'est un projet massif, et nous avions aussi besoin d'un espace calme. Une collègue, ai-je répété. Ma voix était très douce, très calme. Elle a coupé à travers son babillage frénétique comme un scalpel tranchant du papier mouillé. Une collègue qui partage une suite de luxe à un seul lit avec toi un samedi après-midi. Dans un complexe à 3 heures de ton bureau, une collègue qui porte un peignoir et demande des oreillers en soie. Fiona, s'il te plaît. A pleuré Jared, faisant un pas vers moi. Les mains tendues dans un geste de supplication. Tu recommences. Tu fais encore une de tes crises. Tu interprètes mal les choses. Tu as été si stressé, si paranoïaque dernièrement. Maman, papa, vous savez comment elle a été. Elle a travaillé tard tous les soirs. Elle s'est imaginé des choses. Je ne suis pas celle qui imagine des choses, Jared, ai-je dit. J'ai glissé la main dans mon sac à main. Jared a tressailli, ses yeux se dardant vers ma main comme si j'étais sur le point de sortir une arme. D'une certaine manière, c'était le cas. J'ai sorti mon téléphone, déverrouillé l'écran et appuyé sur un fichier audio préenregistré. J'ai mis le volume au maximum et je l'ai tendu dans l'espace entre nous. L'enregistrement était clair. Le minuscule microphone que j'avais caché sous le meuble lavabo de notre salle de bain, ayant capté chaque fréquence de son bas murmure conspirateur. L'audio a résonné sur le foyer en carrelage dur de la chambre 608. Et, ma chérie, tu me manques aussi. Je sais, mais elle est réglée comme une horloge. À la maison tous les jours, assise là comme un morceau de bois. C'est épuisant rien que de la regarder. Le visage de Jared est devenu entièrement blanc. La couleur restante s'est drainée de ses lèvres, les laissant d'un gris sec et pâle. Il a fixé le téléphone dans ma main comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. L'enregistrement a continué, remplissant impitoyablement le silence. Très bien, attendons le week-end. Je lui dirai que je sors avec les gars, et ensuite je serai tout à toi. Espèce de misérable salaud sans consistance. A grondé mon père. Il a fait un pas lourd dans la pièce, la poitrine soulevée. Ma mère l'a retenu, ses propres larmes coulant finalement sur ses cils, son visage un mélange de chagrin et de fureur. Mais c'est Arthur qui a bougé le premier. Le patriarche, l'homme qui avait passé sa vie entière à cultiver un héritage familial immaculé, est passé devant mon père. Il s'est tenu directement devant son fils. Arthur était un homme grand. Mais à cet instant, il semblait dominer Jared comme une avalanche imminente. « Est-ce cela ton travail ?» a demandé Arthur. Sa voix était dangereusement basse, vibrant d'un grondement silencieux et mortel. « Sont-ce les heures supplémentaires que tu as faites ? » « Papa, non. Tu ne comprends pas. » A pleuré Jared. Les larmes sont venues instantanément, un torrent de pleurs désespérés et pathétiques qu'il avait utilisé tant de fois auparavant pour me désarmer. Il est tombé à genoux sur la moquette, tendant la main pour attraper l'ourlet du pantalon de son père. Elle m'a piégé. Fiona a monté ses cassettes. Elle m'a espionné. Elle a mis des caméras dans notre maison.
Elle est mentalement instable. Papa, elle essaie de détruire notre famille parce qu'elle ne peut pas gérer son propre stress. Tu dois me croire. Oh, je crois que tu as été observé, Jared, ai-je dit, entrant complètement dans la suite. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé au-delà de lui, vers Chloé, qui reculait contre le mur de la chambre, les yeux écarquillés de terreur, les jointures blanches alors qu'elle s'agrippait au revers du peignoir du complexe. Bonjour, Chloé, ai-je dit, d'un ton presque conversationnel. Ou devrais-je vous appeler la femme qui est tombée du 17e étage? Chloé a laissé échapper un petit halètement terrifié. Elle a regardé Jared, puis Arthur, qui la dévisageait avec des yeux froids et fixes. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle chuchoté, bien que sa voix manque de toute conviction. Elle avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entière. Parlons de mardi après-midi, ai-je dit, marchant lentement vers le centre de la pièce. La suite était magnifique, dominée par un immense lit king size avec des draps froissés, une bouteille de champagne hors de prix à moitié vide refroidissant dans un seau en argent, et 2 fauteuils moelleux donnant sur la forêt de pins en contrebas. Je me suis retourné pour faire face aux parents qui étaient maintenant tous entrés dans la pièce, fermant la porte derrière eux. L'espace semblait petit, exigu, comme une salle d'audience où le verdict avait déjà été décidé. Depuis près de 6 mois, Jared vous a glissé à tous des indices subtils et prudents. Ai-je commencé, la voix assurée, portant le poids d'une certitude absolue. Il appelait ma mère et demandait si je semblais oublieuse. Il disait à Arthur que le stress de mon travail de gestion financière en entreprise me rendait instable. Il m'appelait pendant mes heures de travail, en sanglotant, me disant à quel point il s'inquiétait pour ma santé mentale. Il a mis un traceur GPS de précision dans la montre qu'il m'a offerte, non pas parce qu'il était jaloux, mais parce qu'il avait besoin d'établir une trace écrite de ma position, et plus important encore, il voulait me pousser au bord de la dépression nerveuse. Fiona, a chuchoté Hélène, sa main tremblante contre sa bouche. Que dis-tu? Je dis que Jared construisait une histoire, ai-je dit, baissant les yeux vers mon mari, qui était toujours affalé sur le sol, ses épaules tremblant de sanglots silencieux et pathétiques. Il voulait que tout le monde croie que je perdais la tête. Il voulait que mes parents, ses parents et mes employeurs croient que Fiona Albright était paranoïaque, instable et profondément suicidaire. Parce que si une femme publiquement connue pour avoir des antécédents de dépression nerveuse tombe soudainement du balcon du 17e étage de son appartement, personne ne pose de questions. La police classe l'affaire comme un suicide tragique. Le mari endeuillé obtient la sympathie, la liberté et l'héritage. Mon Dieu, a soufflé ma mère, ses genoux fléchissant légèrement. Mon père l'a rattrapé, les yeux brûlants alors qu'il fixait l'arrière de la tête de Jared. Mais nous avons eu un petit accroc mardi. Ai-je continué, faisant un pas vers Jared. Je suis rentré tôt. Chloé était dans notre appartement. Quand j'ai frappé à la porte, elle ne pouvait pas courir dans le couloir parce que je me tenais là. Alors Jared lui a fait escalader la fenêtre de la chambre pour aller sur le balcon du 17e étage, mais elle ne pouvait pas y rester. Si je regardais par la fenêtre, je la verrais. Alors elle est descendue. J'ai regardé Chloé. Notre immeuble a une conception architecturale en quinconce. Le balcon du 16e étage directement sous le nôtre appartient à un appartement dont le propriétaire est un homme âgé qui est dans une maison de retraite depuis 6 mois. Jared fait partie du conseil syndical de l'immeuble. Il a les passe-partout pour l'entretien d'urgence. Chloé n'a pas sauté vers sa mort. Elle s'est laissée tomber sur le balcon du 16e étage, a déverrouillé la porte coulissante avec une clé que Jared lui a donnée, et s'est glissée à l'intérieur. Les pièces du puzzle, qui avaient semblé si chaotiques et terrifiantes mardi, se sont finalement mises en place selon un schéma parfait et glaçant. La foule en bas a vu une femme suspendue au rebord pendant une fraction de seconde avant de tomber. J'ai dit qu'ils pensaient avoir eu des hallucinations parce qu'au moment où ils ont regardé de près, le balcon était vide. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, Jared était soulagé. Non pas parce qu'il était content que je ne vois pas de corps. Il était soulagé parce que sa maîtresse avait réussi à entrer dans l'appartement vacant du 16e étage sans être prise. Tu es folle, a chuchoté Jared depuis le sol. Il a lentement levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et gonflés, son visage un masque de haine désespérée et hideuse. Tu ne peux rien prouver de tout cela. C'est une théorie du complot. Ce sont les délires d'une femme folle. Papa, s'il te plaît. Elle invente tout. Elle n'a aucune preuve. En fait, Jared, ai-je dit en replongeant la main dans mon sac.
J'en ai. J'ai sorti une épaisse enveloppe blanche et je l'ai jetée sur la table basse en verre. Elle a atterri avec un claquement sec, glissant sur la surface jusqu'à ce qu'elle tape contre le seau à glace en argent. Allez-y, Arthur, ai-je dit doucement. Ouvrez-la. Arthur s'est avancé, sa grande main calleuse se tendant pour ramasser l'enveloppe. Il a sorti la pile de documents imprimés à l'intérieur. En tant que cadre supérieur à la retraite, Arthur savait lire un bilan financier. J'ai regardé ses yeux scanneurs les pages, observant la façon dont sa mâchoire se serrait, la peau autour de ses jointures devenant blanche alors qu'il tournait page après page. « Qu'est-ce que c'est, Arthur » a demandé Hélène, sa voix se brisant de peur. « C'est un registre d'expertise comptable » ai-je expliqué, ma voix froide et sèche. Au cours des 4 derniers mois, quelqu'un a systématiquement accédé à mes identifiants professionnels. Je suis gestionnaire financière pour une société immobilière de plusieurs millions de dollars. Je porte un jeton de sécurité matérielle sur mon porte-clés. Jared a utilisé un enregistreur de frappe qu'il a installé sur mon ordinateur portable de travail sous prétexte de nettoyer mon système d'exploitation, pour copier mes mots de passe et mes codes d'accès. Il a transféré les fonds des clients de l'entreprise par petits incréments indétectables vers une société écran offshore enregistrée aux îles Caïmans. J'ai baissé les yeux vers Jared dont la respiration s'était complètement arrêtée. La société écran, ai-je dit, est enregistrée sous 2 noms, Jared Dean et Chloé Vance. Jared. La voix d'Arthur n'était plus qu'un murmure maintenant, mais elle portait le poids d'une condamnation à mort. Tu as volé son entreprise. Tu as utilisé son nom. Il ne les a pas seulement volés, Arthur. Ai-je dit. Il préparait le grand final. Le plan était brillant. Vraiment. Si je sautais du 17e étage, le vol d'entreprise serait découvert peu de temps après ma mort. La police trouverait un enregistreur de frappe sur mon ordinateur portable, mais Jared prétendrait que c'est moi qui l'avais installé pour brouiller les pistes. L'histoire serait complète. Fiona Albright, rendue folle par sa propre cupidité et ses détournements de fonds professionnels, s'est ôté la vie lorsqu'elle a réalisé que l'étau se resserrait. Jared serait la victime innocente et endeuillée, se retrouvant avec un énorme versement d'assurance vie et des millions de dollars l'attendant aux îles Caïmans. Non, non, s'il vous plaît. Chloé a sangloté, tombant à genoux près du fauteuil. Je ne savais pas pour le meurtre. Je jure devant Dieu que je ne savais pas. Il m'a dit qu'elle était folle. Il m'a dit qu'elle allait le ruiner, qu'elle était violente. Il a dit que nous allions juste prendre l'argent et partir. Je ne savais pas qu'il voulait la tuer. Chloé, tais-toi. A crié Jared, se jetant vers elle, mais mon père s'est interposé, sa lourde botte bloquant le passage de Jared, le repoussant sur la moquette. Ne t'avise pas de la toucher. A grondé mon père, sa voix épaisse de la rage protectrice d'un père. Ne t'avise pas de bouger d'un seul pouce. Hélène a regardé son fils comme s'il était un monstre tiré des profondeurs de l'océan. La chaleur maternelle qu'il avait définie pendant toute sa vie avait complètement disparu, remplacée par un dégoût froid et creux. Tu avais prévu de la tuer, a chuchoté Hélène, la voix tremblante. Fiona, la fille qui a pris soin de toi quand tu as été opérée. La fille qui a organisé nos anniversaires. Tu n'es pas mon fils. Maman, s'il te plaît. A pleuré Jared, tendant les mains, sa voix se brisant en un gémissement désespéré et pathétique. Elle ment. Elle a manipulé les dossiers. Je t'aime, maman. S'il te plaît, ne la laisse pas me faire cela. Je ne t'ai pas fait cela, Jared, ai-je dit, baissant les yeux vers sa silhouette en pleurs et débraillée. Tu t'es fait cela à toi-même. Je me suis dirigé vers la porte de la suite et je l'ai ouverte. Le couloir, qui avait été si calme et vide, n'était plus inoccupé. Debout dans le couloir se trouvaient 2 hommes en costume sombre sur mesure, accompagnés de 2 officiers en uniforme de la division de la police d'État. L'un des hommes en costume était l'inspecteur Miller, avec qui j'avais passé les 3 derniers jours à me coordonner, lui fournissant chaque brique de preuve numérique, les journaux de l'enregistreur de frappe, et le traceur GPS physique de ma montre. Inspecteur, ai-je dit, m'écartant pour les laisser entrer. Il est tout à vous. Les officiers ont bougé avec une efficacité silencieuse et expérimentée. Ils sont entrés dans la pièce cossue, leurs lourdes bottes contrastant fortement avec le luxe de la suite. Jared a reculé à 4 pattes sur la moquette, son dos heurtant la base du lit. Non, éloignez-vous de moi. Il y a eu une erreur. Ma femme est folle.
Elle me tend un piège. Jared Dean, a dit l'inspecteur Miller, tirant une lourde paire de menottes en acier de sa ceinture. Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié, espionnage industriel, usurpation d'identité et complot en vue de commettre un meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. L'officier a attrapé Jared par le bras, le tirant du sol avec une force brutale et inflexible. La chemise de créateur de Jared s'est accrochée au montant du lit, le tissu se déchirant avec un bruit sec. Il a poussé un cri aigu et enfantin de pure terreur alors que ses poignets étaient tirés dans son dos et que les menottes métalliques se sont refermées avec un clic lourd et définitif. Chloé Vance, a dit le deuxième officier, se tournant vers Chloé, qui était recroquevillée en boule sur le sol, pleurant hystériquement dans ses mains. Je ne savais pas. A hurlé Chloé alors qu'elle était tirée sur ses pieds, son peignoir de complexe pendant lâchement sur une épaule, ses pieds nus traînant sur la moquette. Je ne savais pas pour l'appartement. Je ne savais pas pour le 17e étage. Jared, dis-leur. Dis-leur que je ne savais pas. Jared ne l'a pas regardé. Il n'a pas regardé ses parents. Il m'a regardé, le visage tordu en un rictus hideux et venimeux. Tu crois que tu as gagné, a-t-il craché, la voix dégoulinante de venin alors que les officiers commençaient à le diriger vers la porte. Tu te crois intelligente, Fiona? Tu n'es rien. Tu es un morceau de bois ennuyeux et misérable. Personne ne t'aime. Personne ne t'aimera jamais. Je sais, ai-je dit doucement, le regardant directement dans les yeux. Mais au moins, je dormirai dans mon propre lit ce soir, pas dans une cellule. Il s'est précipité vers moi, mais les officiers l'ont facilement retenu, le poussant hors de la porte et dans le couloir moquetté. Ses cris de rage et de panique ont résonné dans le long couloir silencieux du Whispering Pine Resort, s'évanouissant lentement lorsqu'ils ont atteint les ascenseurs. La porte de la chambre 608 s'est lentement refermée, nous laissant tous les 5 dans le luxe silencieux et ruiné de la suite. Le verre de champagne à moitié vide reposait toujours sur la table d'entrée. Le bol en argent rempli de fraises était renversé sur le sol. Les fruits rouges étaient éparpillés sur la moquette immaculée comme des gouttes de sang séchées. Hélène s'est effondrée dans l'un des fauteuils moelleux, le visage enfoui dans les mains, les épaules tremblant de profonds sanglots silencieux. Arthur se tenait à ses côtés, la main posée sur son épaule, mais ses yeux étaient fixés sur le sol, son visage vieilli de 10 ans en l'espace de 10 minutes. Ma mère s'est approchée de moi, enroulant ses bras autour de moi. Je me suis laissé couler dans son étreinte, l'odeur de son parfum de lavande familier brisant finalement l'armure froide et glaciale que j'avais portée au cours des 72 dernières heures. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai laissé ma poitrine se soulever et s'abaisser dans une profonde respiration frissonnante. Mon père s'est approché d'Arthur. Les 2 hommes qui avaient partagé d'innombrables dîners, parties de golf et vacances en famille se sont regardés. Il n'y avait plus de colère entre eux maintenant, seulement une tristesse profonde et lourde. Je suis tellement désolé, John, a dit Arthur, sa voix se brisant, le fier cadre supérieur complètement brisé. Je ne sais pas comment nous avons élevé. Comment il a pu? Ce n'est pas votre faute, Arthur, a dit mon père doucement, posant une main sur le bras d'Arthur. Vous n'avez pas fait de lui un monstre. Il a choisi cette voie lui-même. Nous coopérons avec la police, Fiona, a dit Arthur, tournant ses yeux lourds et remplis de larmes vers moi. Chaque registre, chaque compte, tout ce dont tu as besoin pour blanchir ton nom et protéger ton entreprise. Je m'assurerai qu'il n'obtienne jamais un sou de notre soutien familial pour sa défense. Il affrontera cela seul. Merci, Arthur, ai-je dit, me reculant de l'étreinte de ma mère. Ma voix était à nouveau assurée, la force revenant dans mes membres. Rentrons à la maison, ma chérie, a chuchoté ma mère, essuyant une larme sur ma joue. Quittons cet endroit. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Le lit froissé, les fraises renversées, la porte ouverte du balcon laissant entrer l'air frais et parfumé au pin de la montagne. C'était l'endroit que Jared avait choisi pour célébrer sa nouvelle vie avec Chloé, construite sur les cendres de la mienne. J'ai souri, un vrai sourire sincère pour la première fois depuis des mois. Oui, ai-je dit. Rentrons à la maison. 3 mois plus tard, l'air printanier s'était transformé en la lourde chaleur dorée du milieu de l'été. Je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement. Il se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques calme et bas, dans le quartier et de la ville. Il n'y avait pas de chute de 17 étages, pas de rebord en béton à craindre.
En dessous de mon balcon se trouvait une petite cour commune remplie d'hortensias en fleurs et du bavardage tranquille des voisins promenant leurs chiens. Le divorce avait été finalisé avec une rapidité administrative qui semblait presque clinique grâce à la montagne écrasante de preuves criminelles. L'équipe de défense de Jared avait essayé de négocier un accord de plaidoyer, mais Arthur refusant de financer ses frais de justice, Jared s'était vu attribuer un avocat commis d'office qui a rapidement réalisé qu'il n'y avait aucune défense possible. L'enregistreur de frappe, les comptes offshore, le traceur GPS et le témoignage d'une Chloé terrifiée, qui avait accepté un accord pour témoigner contre lui, avaient scellé son sort. Jared purgeait actuellement une peine de 15 ans de prison pour vol qualifié, usurpation d'identité et tentative de fraude d'entreprise, avec une accusation de complot en vue de commettre un meurtre planant toujours lors d'un procès fédéral secondaire. Chloé avait reçu 5 ans de mise à l'épreuve et une lourde amende de restitution financière. Sa carrière et sa réputation étaient définitivement ruinées. J'ai pris une gorgée de mon thé, sentant le liquide chaud et apaisant glisser dans ma gorge. À côté de moi, sur la table de terrasse en fer, reposait le petit outil de précision que j'avais utilisé pour dévisser le dos de ma montre il y a 3 mois. À côté se trouvait la montre elle-même, l'élégant garde-temps en argent que Jared m'avait offert. Je l'avais apporté à un bijoutier, j'avais fait nettoyer et réparer le boîtier interne, et j'avais remplacé la plaque arrière par une nouvelle pièce d'acier non rayée. J'ai pris la montre et je l'ai attachée à mon poignet. Son poids semblait différent maintenant. Ce n'était plus une entrave, un œil silencieux traquant chacun de mes mouvements. C'était un trophée, un rappel du jour où j'avais refusé de les laisser me pousser du rebord. La montre tic-taquait doucement contre ma peau, régulière, constante et entièrement mienne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.